Mon premier deck, et le deck qui restera toujours mon deck de cœur, c'est Ivankov d'OP2, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de mon premier deck que j'ai joué compétitivement, alias l'OP1. Je coupe 2 secondes la vidéo avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci à vous pour les retours sur la dernière vidéo que j'ai faite sur Kaido. Tous les retours que j'ai eus étaient vraiment positifs et ça m'a donné encore plus envie de faire des vidéos de ce type-là. Petite pub, si vous pensez à vous abonner à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Là, je suis quand même à 70 abonnés. J'aimerais bien atteindre la barre des 100, j'avoue, ça me ferait plaisir. Donc voilà, si t'es pas abonné, fais-le maintenant grand. Oui, je sais qu'en ce moment, je joue que des decks de vieux en fait. Kaido ST, l'OP1. Je pense que je suis nostalgique. C'est vrai qu'avec la rotation qui va arriver, je sais que ces decks ne seront plus jouables. Et en plus, actuellement, ils sont pas mauvais. C'est des decks qui sont mid-tier, on va dire, qui peuvent se battre contre des decks de méta, qui ont des bons match-up. Et j'avoue que j'ai envie de les jouer une dernière fois et avant que la rotation les dégage. Comment en fait je suis rentré vraiment dans la compétition dans One Piece? C'est le deck avec lequel j'ai fait mon premier régio. La mécanique et en fait cette complexité du deck, c'est ce qui me plaisait. On va parler par exemple de l'O5 Blocker, le Low Stand, il y avait le Zoro Rush avec l'alt magnifique d'Akira Egawa. Voilà, une des plus belles cartes du jeu. Et vraiment, le deck, c'est des émotions quoi. Mais potentiellement, certains d'entre vous ont commencé le jeu un peu plus tard et en fait vous ne connaissez pas l'OP1. Vous savez même pas ce qu'il fait. J'ai fait des locaux avec le deck et je sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui connaissent pas encore le deck. Donc voici son effet. Tout simplement, si on a 5 cartes sur le board, pour 2 dons, on peut retourner une carte et en jouer une de l'autre couleur. C'est-à-dire que si on retourne un rouge, on va pouvoir jouer un vert et de maximum 5 cost. Donc ça veut dire que ça nous permet par exemple de reprendre une tuto et de jouer un 5 cost. Donc ça veut dire que pour 2 dons, on a fait une value sur notre créa de 4. Ça bouge un peu partout et c'est ce qui fait que la mécanique est forte, c'est-à-dire qu'il va essayer de générer un maximum sur le terrain au début, donc perdre un peu de ressources. Mais en fait, il va en gagner beaucoup parce qu'après, il va recycler ses créas et il va faire énormément de tutos. Mais qu'est-ce qu'il donne en OP14? En fait, en OP14, par rapport à comment on le jouait avant, en fait, on a enlevé la partie Stroat avec l'Enemy du Searcher, etc. Pourquoi en fait on avait vraiment besoin en fait de cette partie? C'est juste qu'en fait on avait besoin aussi de beaucoup de search. C'est-à-dire qu'au début de notre partie, sur le 1 don, 3 don, 5 dons, le but c'est que 5 dons on puisse faire effet. Notre effet nous coûte 2, donc c'est-à-dire qu'il nous reste en tout 7 dons pour mettre 5 créas sur le board, donc ça nous demande d'utiliser beaucoup de petits costs, donc des 1 cost, des 2 costs maximum. Le meilleur moyen de le flood, c'est avec des tutos, parce qu'en plus ça nous rembourse la carte entre guillemets qu'on a mis en main, et après ça permettra de les cycler. Avant on jouait une partie Stroat pour ça, et maintenant on n'en a plus besoin parce que on a eu du support pour l'eau, le lot d'OP14, et qui nous aide bien aussi avec le lot d'OP1. C'est notamment le Luffy tuto qui permet de tuto les supernovas, mais au fil du temps, on a eu aussi Kiden Killer qui permet de tuto des supernovas, on a eu Perona qui permet de tuto des slash, qui sont nos pièces maîtresses de nos combos, notamment X-Ray, Trafalgar Law, je vous expliquerai après les effets. Et du coup, ça permet de jouer à un build en fait full supernova. Pour les 5 costs, dans le deck, du coup, on va jouer forcément Cavendish, une des fortes 5 costs du jeu extraordinaire en plus dans ce deck, donc tutorisable parce que Supernova. On a par exemple aussi la Bonnie qui est arrivée dans OP7, celle qui permet de freeze un don ou une créa, celle qui permet en OP12 la Secret permet de trio d'autres mains. Donc en fait, dans ce deck, tous les 5 costs on prend et en plus ils sont Supernova, c'est génial. Mais la carte la plus importante qui est sortie récemment, qui est Supernova, qui est 5 costs, 5-7000, et qui en plus est rouge. Et c'est vraiment très intéressant parce que dans le deck, faut bien comprendre qu'on a beaucoup plus de vert sur le terrain que de rouge, et ça facilite de pouvoir faire un effet leader sur une verte pour jouer une rouge dans beaucoup de situations. Et donc cette carte c'est X-Drake, 5-7000, et en fait empêche nos créatures de se faire remove, et ça change tout, parce qu'on avait des très mauvais match-up dans des boards qui pouvaient gérer notre board par effet, et là c'est plus le cas, et du coup on peut générer facilement notre board sans être gêné par l'adversaire, et en plus avec son donfon 1 de mettre moins de 1000 à une créature, ça nous permet en plus d'aller gérer du board. La question qu'on pourrait se poser c'est, ok, le deck a l'air bien, il était déjà bien avant, il a reçu du support, il est devenu encore plus constant, c'est cool, on a gagné un tuteur rouge qui est très fort avec Luffy, on a gagné un extrait, c'est bien, mais on a un problème dans le format qui est sorti en même temps que le lot d'OP14, c'est Mihawk. Et Mihawk est un anti-slash, ce qui fait que par exemple des Zoro ont disparu, ce qui fait que des decks comme Roger c'est très compliqué si tu l'affrontes, et l'eau ne déroge pas à cette règle, parce que le leader en face passe basse 6000 et c'est compliqué d'aller dedans quoi. Mais le deck a réussi à trouver des armes, et c'est quelqu'un qui a fait un bon résultat sur une Chinos Cup où j'ai sa decklist, ça m'a vraiment donné envie de jouer le deck, et c'est l'ajout du Mégalo qui est
sorti en EB4, donc la première partie de EB4 sur OP14, et qui permet on play, je la reste, et ça permet KO un 8000 rested. Donc ça nous permet d'aller gérer les Shanks, les Mihawk, et toutes 4 rested dans le match-up, et ce qui nous permet en fait d'enlever du board chez lui, sans que nous, on en perde. Et ça c'est génial. Comment vous allez dire que on me les passe? Parce que le Shanks a 9000, hein, le Mihawk a 10 000, il y a X-Rek qui nous permet de mettre moins 2000 à une créature, et on a aussi Otama qu'on joue dans le deck qui permet de moins 2000, et on a aussi ce Luffy par exemple sur un Shanks, seul Luffy suffit parce qu'avec ce moins 1000, il passe à 8000 le Shanks. Et donc ça nous permet par exemple de créer de l'avantage sur le board et qui nous permet de potentiellement avoir suffisamment de temps, qui nous permet d'aller chercher un létal sur la fin de la game contre un Mihawk qui est vraiment un match-up vraiment très compliqué. Cet ajout de Mégalo, il nous sert aussi contre des match-up où ça joue juste des gros tons. Par exemple à Doflamingo, on arrive à gérer son Vergo, après on peut facilement gérer des Dofla 8 ou des Dofla 10. Mais aussi des match-up comme style UP Luffy, incliner des créatures, j'ai juste à gérer, avoir un X-Ray sur le board et je gère n'importe quelle créature qui est en face de moi. C'est vraiment une toolbox qui est très agréable et surtout que les gens ne s'y attendent pas parce que c'est pas une carte qui est jouée. Oui, elle est forte, mais il y a aucun deck entre guillemets qui est capable normalement de très bien la jouer. Mais c'est le cas de l'eau OP1 pour moi. Quels sont alors les bons match-ups de l'eau? Parce que sinon il n'y aurait pas de raison de le jouer. Moi je trouve que vu que c'est un deck aggro, les decks qui n'aiment pas trop ça, on a déjà un petit edge. On va prendre un Imu qui est un deck intrinsèquement très bon, mais le fait qu'on puisse mettre beaucoup de tapes très tôt dans la game et en plus il peut pas gérer nos créatures avec Mars grâce au X-Rek. Si on perd le dice et qu'il go 2, c'est je pense du 50-50, même si je dirais 55 pour le Imu. Mais si par contre nous on gagne le game, je pense que nous on passe à 65, quelque chose comme ça, 65-35, ce qui est très agréable dans un des decks qui est le plus fort du format. Mais on a aussi des facilités contre des decks jaunes, style Boa, style ST29, Luffy, parce qu'en fait on a une arme qui n'arrive pas à passer ou qui ont beaucoup de mal, c'est le kit d'OP1, et oui c'est une arme qui est extraordinaire dans le deck, du coup tutorisable par 3 de nos tutos, donc on arrive, même si on le voit au début, en fait on sait qu'on va pouvoir cycler le deck et l'avoir juste sur notre fin de game, et nous permet de le laisser à 0 point de vie, et juste dire ok de toute façon j'ai mon kit, tu ne passeras pas parce que moi j'ai beaucoup en main, et moi par contre je vais aller te grappiller tes points de vie, et va voir, tu te dépêches un petit peu. Donc là comme vous pouvez voir, là j'ai mis les match-up, donc moi je mets en positif, j'ai mis le Luffy, évidemment tout est possible de perdre, mais je pense que c'est quand même un bon match-up, parce qu'on réussit à mettre de l'aggro, et en plus on peut gérer ses gros tons. Luffy ST29 aussi, il a beaucoup de mal à passer ce kit, si on arrive à le placer correctement, il aura du mal à le passer. J'ai mis en égal du coup Boa, Moria et Imu. La différence je pense avec Boa, Moria, avec Luffy ST29, c'est que le kid est un peu plus difficile à placer, c'est pour ça que je mets égal, on peut vite se faire avoir, ou en fait on n'a même pas le temps de le placer, qu'on est déjà mort parce que les decks sont hyper agressifs. Et Imu, je trouve que ça dépend aussi du dé, c'est pour ça que j'ai mis égal. C'est difficile de se sentir quand même hyper à l'aise dans un match-up comme Imu. Et après en moins, j'ai mis Mihawk, Dofla et Ace. Je pense que dans les trois, mon meilleur match-up c'est Dofla, je pense, parce que je suis quand même très agressif, mais il faut que je fasse une très bonne sortie. Et il a quand même une capacité à pouvoir trade le board assez facilement et à tenir longtemps. Donc c'est quand même pas un match-up facile, et surtout qu'il a une possibilité de facilement battre Kid, soit avec des Vergo, soit aussi avec typiquement une des games que j'ai perdu pendant mon Winbox avec Divine. Du côté de Ace, le match-up est quand même compliqué, c'est un deck hyper strong qui génère beaucoup. Je pense qu'on peut l'avoir, mais c'est vrai que le late game est quand même très compliqué, et pareil, on n'a pas de game plan avec Kid, et en plus on prend Roger sûrement assez fort, donc c'est un peu compliqué, et Mihawk, j'ai déjà parlé du match-up, c'est compliqué. Donc on arrive à voir en fait qu'au final, on est quand même pas si mal dans cette méta. En tout cas, il y a une place à se faire, et même les match-ups qui sont négatifs sont des games qui sont prenables quand même. C'est juste, faut jouer pixel perfect quoi. On va passer maintenant à la liste. Voici, je vous la présente. C'est une liste qui ressemble très fortement à celle de la Chinoise Cup du gars qui a fait son top 4. J'ai rajouté juste une Pony 5 qui freeze pour améliorer les match-ups typiquement dans Ace. Et je trouve qu'en fait, en général, la carte est quand même pas mauvaise. C'est une bonne toolbox. Tutorisable pas sur Perona, mais sur les 3 autres tutos. Donc j'ai voulu tester. Franchement, j'en suis bien content. Je trouve que 4 choppers, oui, on a besoin de beaucoup de T1. Mais si on fait les maths correctement, il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Du coup, je vais faire la review des 2 tournois que j'ai fait, et on va pas se mentir, je me suis quand même bien fait casser la gueule. Je suis allé à un premier tournoi, donc c'était un Winbox 2v2. J'y suis allé en plus, franchement, assez confiant sur le premier tournoi, parce que sur Simu, j'avais un win rate qui était très bon, et quand je perdais, la plupart du temps, c'était quand même ma faute, ou c'était des petites erreurs d'inattention, ou de méconnaissance du match-up. Donc j'étais quand même assez confiant, je trouvais que j'avais bien appris et tout. Première ronde, j'affronte Doflamingo. Doflamingo où je sors pas, donc ça veut dire que, quand je dis que je sors pas, c'est-à-dire que j'ai 4 T5 et
un tuto. C'est Bonnie qui se reste, donc c'est presque le moins bien parce que à la limite Kid & Killer et Luffy sont les meilleurs parce qu'ils peuvent se tuto déjà entre eux avec la Bonnie, mais en plus j'ai pas besoin de la reste pour pouvoir faire sa tuto et donc ne pas qu'il puisse faire trade hyper facilement. Mais il y a quand même une game parce que lui il fait sa sortie très bien, sauf que quand il arrive sur son tour 8, il me fait son fly 8 parfaitement, mais par contre il déploie un treble, donc je vois qu'en fait il a pas d'autres cartes à jouer et en fait toute la game ça s'est senti où en fait il a peu développé du board et moi j'ai intensifié le mien au fur et à mesure de la game et en fait on est arrivé dans un setup où je place Kid, c'est ma seule manière de gérer la situation. Si a Divine Departure il a gagné, s'il a pas Divine Departure j'ai gagné, il l'avait, j'ai perdu. Ensuite j'ai affronté un Mihawk, match-up très difficile, c'est une decklist qui jouait du coup les Perona avec les lots, simple j'ai pris Perona, Low Perona, Low Perona, into Low et Beppo, et je peux pas aller létal. Pareil, je fais un tour de Kid, mais ça passe pas et je perds à pile. Et la dernière, j'ai perdu contre un UP Luffy, qui je pense pourtant est un bon match-up, mais je vois pas mégalo de la game, et donc je suis obligé de me battre un peu avec des Bonnie, et lui développe 3 Roger. Ce qui est, je pense, le meilleur carte contre moi, et donc ce qui a fait que dans la main j'ai eu du mal à le faire tomber, et tous ces giants étaient là, etc. Il me faisait juste une amie bloqueur, tape fort et fin. Où la game était compliquée, je pense que pareil, j'aurais pu mieux la jouer, mais c'est vrai que l'absence de mégalo dans toute la game a fait que c'était plus dur pour moi que ce qui est censé être. Deuxième tournoi, je me dis bon, premier je me suis loupé, pas me louper 2 fois. J'ai fait 1-2, donc premier match j'affronte Luffy ST29, là très confiant, en plus c'est un joueur débutant, la game je l'ai large, très très large même. Le Kid posé au bon moment, franchement c'était pas une game compliquée et j'ai bien fait ce que je voulais faire. Deuxième game j'affronte un Imu où je perds le dé, comme je vous avais dit, ça se joue à peu, je trouve que quand je perds le dé ça se joue à peu, et là ça se joue à 1000 counterplay, où moi je fais un misplay, en fait j'oublie qu'une table de Cavendish va me redresser 2 dons, et ces 2 dons en fait j'ai même pas pu les utiliser parce que j'avais mal calculé, ce qui faisait que je passais, mais donc on a discuté la game, lui aussi a fait un misplay sur ça où il avait oublié de prendre un event, et ce qui faisait qu'en fait si j'avais joué parfaitement et que lui aussi avait joué parfaitement, j'aurais quand même perdu. Mais bon, c'était une game à prendre, c'est dommage. Et troisième game contre Boa, où là j'ai une sortie très difficile, trigger au bon moment et j'ai pas de setup Kid, ce qui fait que comme je vous avais dit, si on n'arrive pas à bien setup ce Kid, en fait on prend la sauce, on prend la sauce de fou et c'est compliqué à tenir. Je suis pas de setup Kid donc je suis obligé de mettre des bloqueurs. Je me prends juste le bon spell 2 qui devient imbloquable et je perds la game sur ça. Si on regarde que les résultats, franchement on pourrait se dire que le deck est pas top. Mais moi, en vrai, je suis convaincu que le deck a ses chances. Je pense que plus que le deck est un problème, je pense que c'était plutôt moi le problème sur ces tournois-là. Je trouve que l'eau demande énormément de concentration. Donc, c'est-à-dire que le but est de retenir, par exemple, tous ces bottom decks pour savoir quel ordering, parce qu'on fait tellement de tutos qu'au bout d'un moment, on revient. Mais savoir ce qui est passé, ce qui nous reste, etc. Et en fait, on n'a pas le droit de faire d'erreurs, par exemple, sur des tutos, sur certains tutos. On n'a pas le droit de faire d'erreurs sur des placements, de perte de dons, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois, j'ai fait des petites erreurs qui ont même des micro-erreurs, mais cumulées, ça faisait des erreurs, et ça faisait que je perdais les games là-dessus. Et le fait qu'on soit en local, moins concentré, bon, un peu friendly, on est là pour s'amuser aussi, j'avoue que du coup, moi, je pouvais moins me concentrer, et ce qui faisait que j'avais, je pense, été moins à l'aise dans le deck, moins que par exemple sur Simulator. J'étais en train de monter la vidéo quand ce matin, on a eu les résultats des finals au Japon pour atteindre les Worlds. Alors, dans une méta où eux, ils ont EB4, EB3, donc ils ont la totalité, en fait il y a eu beaucoup de jeunes. Donc c'est-à-dire il y avait 29 boas sur, je crois que c'était 64 si je me trompe pas. 29 boas complétés avec en deuxième des BY Nami, il y en avait 6, et des PY Rosinante qui étaient 5. Donc ça fait beaucoup de jeunes, et en fait il y a 4 lots qui ont trouvé leur place dans ce tournoi, et dont un qui a réussi à faire top 4 et qui s'est finalement qualifié au World. Donc ça nous donne une idée de ce que va être la méta sur EB3 et comment le deck va pouvoir se comporter aussi. Le fait que beaucoup de jeunes sont plus mis en avant aussi avec le support qu'il y a eu sur EB4 en jaune, qui a fait que les Mihawk et les Ace sont un peu disparus parce qu'ils n'avaient pas forcément des hyper bons match-ups ces decks-là. Ce qui a fait que les lots ont pu avoir leur place dans ce tournoi, et notamment un qui a réussi à se qualifier. Je vous mets sa decklist ici. On peut surtout voir qu'il y a, par exemple, on a moins besoin de jouer Mégalo parce qu'il y aura moins de Mihawk dans les tournois, mais par contre il y a beaucoup plus de tutos, donc on maximise toutes les tutos sur Supernova et on joue à fond Supernova pour en fait avoir notre plan de jeu qui est le Kid 8. Donc Kid 8, on a augmenté aussi son nombre, on est passé à 3 et on peut voir qu'il n'y a même pas les lots 5. C'est une carte qui pour eux je pense prenait de la place et générait potentiellement pas assez de cartes d'advantage, ou en tout cas n'était pas obligatoire dans le deck. Par contre ils ont maximisé les bonnies pour
continuer à placer beaucoup de draws, mais aussi placer des bloqueurs. La deck que tous les lots n'ont pas joué, mais que le lot qui a fait top 4 a joué, c'est le Killer, que je trouve intéressant dans sa manière dont il a expliqué sur son tweet. Typiquement, il est moins fort que Capone, un bloqueur 1, parce que ça nous coûte plus de donne. Mais par contre, ce draw 1, ça permet au deck que quand il se prend pudding avant que l'adversaire attaque notre kid, on peut générer encore une carte grâce à ce bloqueur. Bon maintenant, obligé de jouer le deck quand on voit ses résultats, faut juste que je devienne meilleur avec et j'ai hâte de tester la liste, que ça soit quand OB3 sorte ou même là actuellement sur simulateur. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du deck en commentaire mais aussi de la vidéo en général si elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas et à vous abonner pour les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine.